Saint-Pierre-et-Miquelon première. Oui, nous sommes en duplex depuis Miquelon avec Ludovic Orsini. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous présidez la jeune association Agir Ensemble pour Miquelon-Langlade, fondée cet automne et qui compte aujourd'hui près de 200 adhérents. Vous mettez sur la table plusieurs sujets d'avenir pour la commune. On va les passer en revue et notamment les conséquences pour les habitants du futur PPRL, le plan de prévention des risques littoraux. Un sujet majeur également pour l'État. Afin de répondre aux questionnements qui subsistent particulièrement à Miquelon, nous avons invité un de ses représentants et c'est vous qui êtes là, Henri Jean. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence ce matin. Vous êtes le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Préfet pour quelques semaines encore, puisqu'on a appris hier la nomination de votre successeur en Conseil des ministres. Un mot là-dessus avant d'aborder les sujets miquelonnais. Salut à mon successeur Thierry de Vimeux, à mon collègue que j'ai eu l'occasion de connaître et de côtoyer quand j'étais à Dunkerque, sous-préfet, et lui était sous-préfet de Valenciennes. Bien, direction Miquelon, donc je le disais ce matin, avec vous, Ludovic Orsini. En début de semaine, l'association Agir Ensemble pour Miquelon-Langlade a publié ce qu'elle a appelé un cri d'alarme au sujet du PPRL. On va essayer de comprendre ce qui vous alarme et passer au crible les différentes hypothèses d'évolution pour l'avenir. Première question, face aux conséquences pour le village de la montée des eaux annoncée, est-ce que vous acceptez l'idée même d'un plan de prévention qui serait contraignant ? Bon, écoutez, tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que les Miquelonnais n'ont pas attendu l'arrivée de ce PPRL pour prendre connaissance de la probabilité qu'un jour, avec des conditions exceptionnelles, la mer pourrait arriver jusque dans les caves des habitations miquelonnaises. Le phénomène est déjà arrivé par le passé. Je peux vous donner des dates. Le 21 février 1965 et le 9 janvier 1966, la mer avait déjà passé par-dessus le banc de galets qui était gelé lors de conditions de grand marais et de vents violents. Il y avait alors 60 cm d'eau sur la place de l'église du village. Donc c'est en connaissance de cause que d'ailleurs, depuis cette date, que plusieurs habitants, suivant les générations, avaient déjà demandé d'aller construire du côté de Mirande ou du chemin des Roses, mais cela leur avait toujours été refusé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé avec ce PPRL ? C'est un fait, l'État français met ce plan en place pour tout le long du littoral français. Donc aujourd'hui, avec la modélisation de ces risques, les questions et ces risques probables d'immersion, les questions que les Miquelonnais se posent sont diverses, quoi. Donc, et on va passer un petit moment à les évoquer. Mais donc, est-ce que, pour reprendre cette question que je vous posais, est-ce que vous acceptez l'idée même qu'on puisse vous imposer aujourd'hui des contraintes face à ce risque grandissant de submersion ? Écoutez, ça va dans une certaine logique, mais sans remettre en question le travail effectué par la DETAM, ce qui nous a été présenté à la salle des fêtes, par exemple, les Miquelonnais se posent la question pourquoi, par exemple, 12 maisons sont concernées à faire des travaux assez conséquents, d'un coût qui seront certains. Le voisin d'une maison voit que la maison d'à côté n'a pas de travaux à faire et que lui va avoir des travaux à faire alors qu'ils sont sur la même rue. Donc on comprend très bien que ces travaux sont exigés seulement pour quelques centimètres probablement. Donc les questions sont est-ce que l'État pourra prendre en charge ces travaux pour ces 12 résidents ou est-ce que ces cas sont amenés dans le temps à évoluer, par exemple? Alors on va prendre les questions dans l'ordre si vous le permettez, puisque le préfet Henri Jean est avec nous en studio ici à Saint-Pierre. Donc première question sur l'établissement, sur les critères même qui ont abouti à ces zones bleues et ces zones rouges qu'on voit sur les cartes diffusées par l'État. Avec, Ludovic Orsini le rappelait, parfois quelques centimètres seulement qui vont faire toute la différence quand il va s'agir des contraintes imposées. Henri Jean, comment on peut expliquer les choses comme ça ? Je salue Monsieur Orsini et tous nos amis miquelonnais pour ce débat effectivement très important pour Miquelon
et pour son avenir. Nous étions avec les équipes de la DETAM à Miquelon il y a quelques jours en réunion publique pour expliquer de manière la plus transparente possible ce projet de PPRL à la population. Vous parliez de contraintes. Il faut rappeler d'abord que ces contraintes s'appliquent pour l'essentiel à l'avenir. Monsieur Orsini indiquait à juste titre qu'on a connu en France métropolitaine, vous vous en souvenez, des catastrophes littorales importantes avec un nombre de morts tout à fait dramatique, et qui était notamment facilité par une implantation urbaine et des constructions disposées dans des endroits avec de très forts risques. Le premier constat, et je voudrais insister là-dessus, de ce PPRL et sa première proposition d'action, c'est d'éviter pour les générations futures des constructions porteuses de risques importants pour les biens et éventuellement pour la vie des personnes. Voilà, c'est ça qui structure la démarche du PPRL. Et on va revenir sur les contraintes que vous évoquiez immédiates, mais ces contraintes sont relativement légères, puisqu'il s'agit surtout, par le PPRL, d'un document d'orientation pour l'avenir. Légère pour ce qui concerne les zones bleues, plus forte, puisque là on parle du bâti existant pour les zones rouges. Et c'est ce qui fait toute la différence, vous avez bien entendu Ludovic Orsini, et il n'est pas le seul à le dire à Miquelon, monsieur le préfet, puisque dans des situations quasi similaires, et pour pas dire similaires parfois, certains habitants se posent la question de cette différenciation entre le bleu et le rouge. Et donc, est-ce que tout ça est encore négociable ? On va vers une enquête publique. Est-ce que les choses peuvent encore être amendées ? Oui, je dirais pas négociable parce qu'on est sur notre sécurité, la sécurité de nos enfants et des futurs habitants, mais en tout cas c'est discutable. C'est pour cela que nous sommes allés en réunion publique à Miquelon, en réunion publique à Saint-Pierre, qu'actuellement les conseils municipaux et le conseil territorial sont saisis du projet de PPRL pour en délibérer, l'examiner et faire éventuellement des propositions de travail complémentaire s'il estime nécessaire. Ce travail et cette consultation des collectivités sera suivi par une consultation approfondie des habitants. Ça sera l'enquête publique qui se déroulera. Les dates ne sont pas encore totalement fixées, mais probablement janvier-février. Cette enquête publique permettra à tous les citoyens qui ont d'ores et déjà connaissance de ce projet, des plans, des zonages, des projets de règlement, de porter leurs observations et leurs propositions au commissaire enquêteur, et ces conclusions du commissaire enquêteur, je les examinerai, ou mon successeur, les examinera, bien entendu, avec la plus grande attention pour améliorer le projet de PPRL. Ludovic Orsini, deuxième question que vous posiez tout à l'heure, elle était directe, la question des indemnisations. Soyez précis, qu'est-ce que vous demandez à l'État ? Bon, écoutez, on a bien compris que déplacer tout le village aux frais de l'État n'est pas tellement réalisable, mais qu'au moins pour ces 12 personnes qui ont des travaux effectués sur leur maison, est-ce que l'État prévoirait de les indemniser totalement pour les frais de ces travaux? Se pose aussi le problème des assurances. Avec un document officiel comme celui-là, les gens se posent la question si les assurances ne vont pas fortement augmenter le prix de la cotisation des assurances, ou au contraire, voudront-elles plus du tout nous assurer? Il y a aussi la valeur des terrains. Avec ce document-là, un acheteur potentiel peut s'en servir pour acheter une propriété à un coût dérisoire. Notre patrimoine foncier n'est-il pas totalement ruiné? Ça fait 3 questions, on va essayer d'être précis et d'y répondre avec le préfet de Saint-Pierre à Miquelon. La première, les indemnisations. Alors je rappelle que le dispositif prévoit pour l'instant une couverture de 40% des frais induits par la remise en état, disons les choses comme ça, aux normes en tout cas, sur le bâti existant. 40%, ça veut dire qu'il en reste 60% à la charge des propriétaires, c'est beaucoup. Ce que vous appelez indemnisation, en fait, c'est une participation
aux travaux qui peuvent être préconisés sur un certain nombre de maisons qui sont en zone de graves risques. Zone rouge, c'est risque d'avoir effectivement, comme le rappelait M. Orsini, en circonstances exceptionnelles, mais exceptionnelles, ça ne veut pas dire que ça arrive jamais, c'est que ça peut arriver, avec des hauteurs d'eau dans la maison, à partir du sol de la maison, supérieures à 1 mètre. Supérieur à 1 mètre, ça veut dire que c'est danger pour les biens, bien entendu, mais aussi pour les personnes. Et là, il y aura un certain nombre de préconisations qui ne sont pas faites encore pour le moment, mais qui seront faites grâce à un diagnostic qui sera pris en charge, qui peut être pris en charge par le propriétaire s'il le souhaite, mais qui pourra être accompli par les services de la DETAM gratuitement pour, avec le propriétaire, examiner les choses et qui peuvent être simples et de bon sens, c'est-à-dire une armoire électrique, par exemple, ben oui, il vaut mieux pas qu'elle soit sous les flots et qu'elle soit bien hors d'eau dans toutes les circonstances. On parlait peut-être de chaudières installées dans des sous-sols. Il y a quelques caves parmi ces ou des demi-étages. Voilà, il faut expertiser tout ça. Ça peut conduire à des travaux qui sont pas forcément coûteux, qui sont plutôt de bon sens pour mettre en sécurité la maison et ses habitants. Donc diagnostic pris en charge par l'État, mais qu'en est-il des travaux alors ? Diagnostic, et les travaux feront l'objet d'un remboursement ou d'une prise en charge à hauteur de 40% par l'État. Et vous entendez les habitants qui disent 40%, ça veut dire qu'il en reste beaucoup à notre charge. Ces travaux seront pris en charge, peuvent être pris en charge par l'État, fonds Barnier, à hauteur de 40%. J'entends bien la question, et c'est une question qu'on sera prêt à discuter. Je l'ai dit à monsieur Orsini, on est prêt à revenir, puisqu'à la réunion publique à Miquelon, tout le monde n'a pas pu être là, mais on est prêt à revenir à Miquelon pour discuter de cette question très précise, reprendre les 12 maisons en question. On verra un peu plus clair avec les diagnostics qui seront portés à ce moment-là avec le propriétaire. Il faudra discuter prise en charge de la maison, et nous sommes prêts en disant qu'on apportera d'ores et déjà, on est prêt à une participation de 40% minimum. Et il faudra un tour de table probablement. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs dans le cas des autres PPRL. Et je rappelle, souvenez-vous, sur la côte atlantique, il y a des PPRL qui ont conclu que le risque était tellement grave, tellement important, tellement sérieux qu'il fallait raser les maisons. Et là, pour le coup, il y avait un impact là. Je crois que les choses ont été prises de manière sérieuse, parce que c'est l'avenir de nos populations, et de manière responsable, mais aussi de manière qui permet d'examiner très, très sereinement les choses à faire dans l'intérêt commun. Deuxième question très directe posée par l'association des Miquelonnais, la question de l'assurance. Est-ce qu'il y a un risque réel de voir les cotisations d'assurance flamber pour des biens dont on sait maintenant qu'ils sont submersibles ? Alors, je dirais que c'est le contraire. Le Code national des assurances prévoit que les zones à risque littoral qui ne se seraient pas dotées d'un PPRL, là pour le coup, les assurances seront en droit d'augmenter les prélèvements sur leurs assurés, notamment au niveau de la franchise. Et c'est bien le PPRL qui fournit le cadre qui va permettre à l'État et à la solidarité nationale d'intervenir en cas de catastrophe dans le cadre du Fonds national de réassurance qui va permettre de pouvoir rembourser, indemniser ces dégâts souvent extrêmement importants. C'est la solidarité nationale et c'est parce qu'il y a PPRL. L'assurance dans une situation où un PPRL est établi, ne pourra pas justement imposer des surprix, des surcotisations ou des augmentations de franchise. Troisième question, là encore, elle est directe. La valeur des terrains, évidemment, elle va chuter. Qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Qu'est-ce que la force publique, que ce soit l'État, mais envisageons à l'échelle de l'archipel, toutes les voies publiques, et notamment la mairie et la collectivité, qu'est-ce qu'on peut proposer aux habitants aujourd'hui ? On a déjà un retour intéressant des PPRL qui ont été établis en métropole, dans les zones de risque littoral. Et c'est un beau sujet, je trouve, pour notre presse d'investigation que vous représentez aujourd'hui, d'aller voir ce qui s'est passé. Et vous verrez, et je suis très intéressé par le retour que vous aurez, nous, le retour dont on dispose, c'est que la valeur foncière des biens n'a pas chuté.
Alors, elle a chuté, bien entendu, quand un terrain qui était constructible dans le nouveau zonage n'est plus constructible. Là, il est clair que son prix de vente a touché, mais quand je parle du foncier, des maisons actuelles et des propriétés actuelles, n'a pas connu d'évolution sensible. En tout cas, il n'y a pas eu effondrement des cours, il n'y a pas eu appauvrissement des propriétaires et impossibilité de vente. On se rend compte que bien souvent, ces terrains ou ces maisons sont situés dans des zones attractives, littorales, qui intéressent du monde. Et à partir du moment où le propriétaire aura pris la précaution de faire les quelques travaux de protection et de sécurité qui sont préconisés dans le cadre du PPRL, ces maisons n'ont pas subi de dévaluation de leur prix ou de leur valeur. Mais je vous invite, et je suis prêt à ce qu'on revienne très précisément là-dessus, en discussion avec les propriétaires, mais aussi avec un retour de ce qui s'est passé au niveau national, et je crois qu'il est très instructif, aussi bien sur les assurances que sur le coût du foncier lui-même. Je pense que le PPRL, c'est plutôt une chose gagnante pour tout le monde, et notamment pour les zones qui étaient en sécurité, en risque. Mais M. Orsini le disait parfaitement tout à l'heure, ce risque peut arriver. Il ne faut pas se fermer les yeux. Il y a des mesures simples qui permettent de mettre en sécurité. Puis surtout, il faut que les documents d'urbanisme qui vont être faits, et c'est le rôle du PPRL, prennent en compte ce risque et qu'on n'aboutisse pas à des constructions n'importe où qui mettraient en danger et les personnes et leurs biens. Ludovic Orsini, à Miquelon, quelle est votre réaction par rapport à la valeur de ces terrains? Vous, je crois que vous avez déjà envisagé des propositions, par exemple, d'échange de terrains. C'est ce que vous souhaiteriez? Bon, écoutez, ça, je pense que il faut voir maintenant avec le nouveau plan d'urbanisme qui sera instauré avec le STO. Le STO, donc, qui, là, dépend de la collectivité territoriale. C'est ça, tout à fait, mais bon, tout est lié. Mais donc, vous dites, pour parler clair, vous dites, on va avoir des terrains qui vont perdre de la valeur, voire qui vont perdre toute leur valeur. Proposez-nous des terrains plus en hauteur pour qu'on puisse à nouveau retrouver de la valeur sur nos terrains. Écoutez, moi j'imagine très bien, je vois ici par exemple tous les terrains de la plaine, qu'on appelle de la plaine, qui appartiennent au CT, où il y a les fourrages. Donc tous les terrains privés qui jouxtent ces terrains, on imagine qu'il y aurait une possibilité avec le CT ou l'État d'échanger des parcelles de terrain qui reviendraient à ce moment-là agrandir les parcelles pour l'élevage, et que les habitants puissent retrouver une parcelle de la même valeur, plus en hauteur, voilà quoi. Monsieur le préfet, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble entendable et faisable? Oui, tout à fait. Je pense que la perspective, en tout cas, doit être impérativement discutée avec Miquelon, avec le conseil municipal, avec les habitants. Et c'est bien la discussion qu'on a eue déjà avec le conseil territorial dans le cadre de la coordination entre le PPRL, qui va édicter dans les zones à risque des normes de constructibilité, et le STO en cours de discussion et d'élaboration par la collectivité territoriale, qui lui va déterminer les zones d'urbanisation future. Ce qu'on va perdre par rapport à la situation actuelle, en zone constructible, inondable aujourd'hui, parce que le PPRL dira là on ne pourra pas construire demain, il faudra bien entendu que ça puisse être reconstitué, et on est d'accord sur ce principe avec le conseil territorial, que ça puisse être reconstitué et que le village de Miquelon puisse se développer normalement. Alors peut-être si à je des me permets endroits de différents, vous couper, parce qu'on va c'est aller la volonté commune. Écouter le journal France Info immédiatement. On revient à notre discussion tout de suite après. Saint-Pierre et Miquelon première. 7h33 sur l'archipel. On revient avec nos invités ce matin. Le préfet Henri Jean est en studio ici. Et puis Ludovic Orsini en duplex depuis Miquelon. Ludovic Orsini, président de l'association Agir Ensemble pour Miquelon-Langlade. Et on revient à notre discussion autour des risques de submersion de la commune de Miquelon.
avec cette fois, si vous le permettez Ludovic, une discussion autour de la reconstruction possible de votre village. Quels sont vos souhaits pour les années, les décennies qui viennent? Alors écoutez, bon, il y a deux positions. Pour avoir participé à une réunion du STO public, donc il nous a été proposé ils ont défini une zone d'urgence, on va dire, pour les constructions les plus pressées qui se situeraient au Cap. Les personnes présentes, il était clair que ils étaient plus pour une zone de construction vers le sud du pont du Boulet, c'est-à-dire en haut de chez Gauvin ou sur la zone du chemin des Roses. Alors expliquez-nous déjà ce qui vous dérange dans la proposition actuelle et on dirait plutôt dans l'urgence faite par la collectivité d'installer un nouveau lotissement au Cap. Qu'est-ce qui est gênant? Écoutez, on nous a dit que une zone de construction ne serait ouverte au sud du pont que dans 10 ans. Qu'ils avaient établi le nombre de constructions à peu près 5 par an sur Miquelon. Donc en faisant un calcul vite fait, on est à 50 constructions dans le Cap de Miquelon. Donc là, à notre avis, on n'est plus dans une solution d'urgence, mais bon, bien dans un développement du côté du Cap. Donc les questions qu'on se pose, c'est bon, si submersion il y a, on se retrouve confiné finalement dans le Cap alors que les terres de Miquelon sont beaucoup plus grandes. Donc pourquoi ne pas directement partir sur des constructions au sud du pont plutôt que de dépenser de l'argent alors qu'au final ce sera pour elle, quoi. Donc on sait qu'il y a des fourreaux, des réservations qui ont été installées à la construction du pont, donc qui permettent le passage de câbles électriques et de l'eau potable. En ce qui concerne l'assainissement, dans un premier temps, les quelques maisons qui pourraient être construites pourraient se servir de fosses septiques, comme on voit, comme il y a beaucoup du côté de Savoyard. Et donc, dans les décennies à venir, l'assainissement soit apporté. Oui, donc votre message, c'est bien, allons plus vite sur la reconstruction du village. Il y a des gros bâtiments qui sont en fin de vie à Miquelon et d'autres à reconstruire. Je sais que EDF, la centrale EDF est en fin de vie. Ils attendent des propositions là-dessus, mais ça ne vient pas. Donc, ça ne vient pas, c'est-à-dire que ça prend du temps certainement, mais la reconstruction de la centrale apparemment est très urgente. Ne serait-il pas normal de construire cette nouvelle centrale dans une nouvelle zone de construction identifiée? Il y a aussi les nouveaux bâtiments municipaux qui sont bientôt à reconstruire. Donc, si on nous présente un plan comme ça et qu'on reconstruit tous ces bâtiments au même endroit, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Les gens ont de la misère à comprendre ça aussi. Henri Jean, préfet de l'archipel, l'État n'a pas la compétence sur l'aménagement du foncier, mais on peut entendre, vous entendez ce type de questionnement? Oui, bien sûr, tout à fait. Là, on est bien sur quel avenir pour le village de Miquelon. Je crois qu'il faut à la fois pas dramatiser, parce que vous le verrez, tout le monde peut le voir sur les cartes, hein, et le zonage et le projet de règlement, je ne l'ai peut-être pas dit très clairement, mais qui est disponible sur les sites internet de la préfecture et de la DETAM, et qui sont disponibles dans les communes, dans les mairies, et qui le seront pour l'enquête publique. Donc ça, c'est l'avenir du village. Il va falloir que le conseil municipal, le conseil territorial, les habitants en discutent, et c'est vrai que l'élaboration du STO, du schéma d'urbanisme, est un moment important pour ça. Le village de Miquelon lui-même reste très largement constructible, hein. C'est ce qu'on appelle la zone bleue. Vous pouvez voir sur les cartes, il y a on a des constructions qui aujourd'hui sont très extensives, assez espacées. Il y a toute possibilité de continuer à construire à Miquelon aujourd'hui, dans le bourg, en prenant, bien entendu, et là pour les maisons futures, il y aura peut-être, y compris dans le bourg, qui n'est pas en danger grave, qui n'est pas en risque grave ou important, mais
avec bien entendu des choses qui devront être faites de manière à être hors d'eau, bien entendu, à la mesure du possible. Mais toute la construction demeure possible. Ensuite, à l'extérieur, ça, il va falloir effectivement que les habitants eux-mêmes en déterminent. Ludovic Orsini à Miquelon, puisque vous avez un représentant de l'État au bout du fil, j'allais dire, vous avez des demandes également en ce qui concerne les mesures de protection, je crois, contre la submersion. On parle par exemple de curage de chenaux. Ça, écoutez, c'est un autre sujet. C'est plus pour le goulet, effectivement, il y a des soucis au niveau du goulet, des interrogations des habitants au niveau du goulet de Langlade. On aura l'occasion d'en dire un peu plus tard, monsieur le préfet. Oui, bien sûr, monsieur. Mais bon, c'est vrai qu'on a les Miquelonnais se posent des soucis de ce côté-là, avec la déviation du chenal au niveau du goulet qui gruge un peu le plein du côté du sud du village de Miquelon. On est dans le même sujet finalement, c'est celui de la protection contre une submersion à laquelle on se doit de faire face, mais qu'on peut tenter d'amoindrir avec des mesures de protection. On n'est pas tout à fait sur le même sujet, mais on est sur deux sujets dont on veut qu'ils marchent ensemble. La prévention pour l'avenir, comment on va construire pour l'avenir ? Et la protection, dans l'immédiat, oui, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de dégâts et de réduire les risques dans la mesure du possible. Ça, c'est la protection. Vous en avez parlé tout à l'heure en introduction de votre journal avec les travaux qui sont menés par le conseil territorial du côté de Mirande. Avec la commune de Miquelon, on a fait la même chose avec un soutien financier de l'État. On est en train de le réaliser aussi dans la partie sud du bourg, donc du côté Goulet, avec des ouvrages qui vont renforcer la protection et l'évacuation aussi, puisqu'on l'a vu au dernier épisode d'inondation dans ce coin, il y avait passage de la vague, passage de l'eau par-dessus la grève, et puis aussi il y avait un problème de stagnation de l'eau une fois qu'elle était passée de l'autre côté. Donc il faut protéger et améliorer l'évacuation. La mairie est en train de s'en occuper, puisque les travaux doivent commencer de manière imminente avec un soutien de l'État sur ces travaux. Ludovic Orsini, l'association Agir Ensemble pour Miquelon-Langlade a également d'autres dossiers sur la table et notamment, on vous entend depuis quelques semaines sur la question de la décharge de Miquelon. Quel est le problème en un mot ? Écoutez, la décharge, le dossier avance, on ne peut pas dire que ça n'avance pas. Donc la mairie est en phase de faire une déchetterie pour le tri des déchets. Le souci que l'on a, nous, l'association, pour l'instant, c'est toujours le site de brûlage qui cause problème. Donc, il y a des avancées. Donc, on espère on attend déjà une position de la mairie par rapport au dossier que l'on a fourni au conseil territorial, à la préfecture et à la mairie. Mais voilà, quoi. Donc, on espère que ce dossier va avancer. Vous souhaitez un déplacement du site de brûlage ? C'est ça. Tout en sachant que, bien sûr, le brûlage est interdit, mais bon, on le voit bien que même à Saint-Pierre, ils ont quand même plus d'avance sur le tri des déchets, mais il y a encore beaucoup de déchets à brûler, donc on espère qu'il y aura un site adéquat pour brûler les déchets restants, quoi. Henri Jean. Je crois que l'archipel est uni dans cette volonté d'améliorer la gestion des déchets. On sait que ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est fait dans la commune de Saint-Pierre. Ça a avancé de manière considérable en mettant en place un système qui n'a pas encore réussi aujourd'hui à mettre un terme à ces brûlages que tout le monde souhaite voir disparaître. Mais il y a eu beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès comment ? Beaucoup de progrès notamment par le tri des déchets.
pour en réduire considérablement le volume, valoriser ce qui pouvait être valorisé, et le reste en venir à des systèmes de gestion, soit par enfouissement, soit par compost, qui permettent de gérer correctement les déchets. La commune de Miquelon s'engage dans la même voie. Il y a des choses importantes à faire qui sont, comme le rappelait Monsieur Orsini, engagées. C'est la nouvelle déchetterie à Miquelon qui va poser ce premier acte. C'est un dossier qui est soutenu et subventionné par l'État, et nous continuerons à épauler la commune. Ensuite, il revient à la commune d'organiser les choses, parce que cette collecte sélective des déchets, c'est l'acte 1 de la maîtrise du processus de traitement. Mais vous comprenez bien que des gens qui habitent à Miquelon aujourd'hui et qui voient effectivement, comme vous le décrivez, que le processus avance, et même très vite à Saint-Pierre, se disent mais pourquoi nous, on reste à côté de tout ça ? Je crois que Miquelon ne reste pas à côté de tout ça. Miquelon s'est engagé dans cette action, et l'État est aux côtés de la commune de Miquelon pour l'y appuyer. Les choses vont donc avancer aussi à Miquelon ? Les choses ne vont pas commencer, elles ont commencé à avancer à Miquelon. Ludovic Orsini ? Écoutez, moi, plus généralement, j'imaginerais, d'ailleurs je ne comprends pas tellement pourquoi ça ne s'est pas fait du début, c'est que ce problème soit traité, Saint-Pierre et Miquelon ensemble, quoi. Je pense que dès le début, ça aurait dû être fait un rapprochement de la commune de Saint-Pierre et celle de Miquelon pour que ce soit pertinent ensemble. Mais bon, on voit bien que les choses se mettent en place, et j'espère que dans l'avenir, ça ira dans le bon sens. Ça tomberait sous le sens, ça, monsieur le préfet ? Oui, il faut signaler que la commune de Saint-Pierre a mis à disposition de la commune de Miquelon ses techniciens en matière de déchets pour leur prêter main forte. Et ça fonctionne aussi. Et je pense que c'est une bonne initiative et une bonne jonction des forces. Un bon premier pas, mais on peut aller plus loin en termes de mutualisation. Monsieur le préfet. Probablement, oui. Mais ce que je voulais signaler, c'est qu'aujourd'hui, cette mutualisation et cet appui fonctionnent, ou commencent à fonctionner. Bien, merci en tout cas à tous les deux. On a balayé très largement la question du PPRL, du STO également, Ludovic Orsini, en espérant que les choses avancent là aussi pour votre association. Un dernier mot peut-être. Vous vous êtes fédéré très rapidement sur Miquelon. Vous êtes aujourd'hui 200 adhérents alors que l'association n'existait pas l'été dernier. Quel est votre objectif aujourd'hui ? Comment vous souhaitez agir ? Écoutez, comme on le fait pour l'instant, c'est-à-dire d'essayer de faire avancer les choses, d'aider les administrations et de faire le lien vraiment entre l'administration et les habitants pour que les dossiers avancent le plus rapidement possible, que ça ne stagne pas. Est-ce que parfois il ne faudrait pas investir le champ politique ? Je parle du conseil municipal, de la collectivité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ? Écoutez, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Chacun a sa place, je dirais. Donc voilà, non, pour l'instant, c'est très bien comme ça. Prochaine étape, donc, l'enquête publique. Vous appelez vos adhérents à s'exprimer ? Voilà, oui, je voudrais faire passer un message aux Miquelonnais, c'est de ne pas avoir peur de se déplacer quand il y a des réunions de cette importance-là, quand la préfecture avec le PPRL, ou s'il y a des réunions avec le STO, les enquêtes publiques, c'est très important. Il faut se déplacer pour prendre connaissance de tous ces dossiers et donner son avis. Ludovic Orsini, monsieur le préfet Henri Jean, merci de votre participation à cet échange. Je signale à nos auditeurs qu'il sera en ligne dans la matinée, en radiovision, sur notre site web saintpierremiquelon.lapremière.fr. Et puis donc, je rappelle à tout le monde que vous pouvez contribuer à la réflexion autour du PPRL à travers la consultation électronique sur le site web de la DETAM. Elle est en cours. Avant donc l'enquête publique qui débutera le mois prochain ou en février, vous le disiez, Henri Jean. Merci à vous deux et bonne journée. Merci beaucoup. Saint-Pierre et Miquelon première.